Lettre 20. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Ah, fripon, vous me cajolez de peur que je ne me moque de vous. Allons, je vous fais grâce. Vous m'écrivez tant de folies qu'il faut bien que je vous pardonne la sagesse où vous tient votre présidente. Je ne crois pas que mon chevalier eût autant d'indulgence que moi. Il serait homme à ne pas approuver notre renouvellement de bail et à ne rien trouver de plaisant dans votre folle idée. J'en ai pourtant bien ri, et j'étais vraiment fâché d'être obligé d'en rire toute seule. Si vous eussiez été là, je ne sais où m'aurait mené cette gaieté. Mais j'ai eu le temps de la réflexion, et je me suis armé de sévérité. Ce n'est pas que je refuse pour toujours, mais je diffère, et j'ai raison. J'y mettrai peut-être de la vanité, et une fois piqué au jeu, on ne sait plus où l'on s'arrête. Je serai femme à vous enchaîner de nouveau, à vous faire oublier votre présidente. Et si j'allais, moi indigne, vous dégoûter de la vertu, voyez quel scandale. Pour éviter ce danger, voici mes conditions. Aussitôt que vous aurez eu votre belle dévote, que vous pourrez m'en fournir une preuve, venez et je suis à vous. Mais vous n'ignorez pas que, dans les affaires importantes, on ne reçoit de preuves que par écrit. Par cet arrangement, d'une part, je deviendrai une récompense au lieu d'être une consolation, et cette idée me plaît davantage. De l'autre, votre succès en sera plus piquant, en devenant lui-même un moyen d'infidélité. Venez donc, venez au plus tôt m'apporter le gage de votre triomphe, semblable à nos preux chevaliers qui venaient déposer aux pieds de leurs dames les fruits brillants de leur victoire. Sérieusement, je suis curieuse de savoir ce que peut écrire une prude après un tel moment et quel voile elle met sur ses discours après n'en avoir plus laissé sur sa personne. C'est à vous de voir si je me mets à un prix trop haut, mais je vous préviens qu'il n'y a rien à rabattre. Jusque-là, mon cher vicomte, vous trouverez bon que je reste fidèle à mon chevalier et que je m'amuse à le rendre heureux malgré le petit chagrin que cela vous cause. Cependant, si j'avais moins de mœurs, je crois qu'il aurait dans ce moment un rival dangereux. C'est la petite Volanges. Je raffole de cet enfant. C'est une vraie passion. Ou je me trompe, ou elle deviendra une de nos femmes les plus à la mode. Je vois son petit cœur se développer, et c'est un spectacle ravissant. Elle aime déjà son Danceny avec fureur, mais elle n'en sait encore rien. Lui-même, quoique très amoureux, a encore la timidité de son âge et n'ose pas trop le lui apprendre. Tous deux sont en adoration vis-à-vis de moi. La petite surtout a grande envie de me dire son secret. Particulièrement depuis quelques jours, je l'en vois vraiment oppressée et je lui aurais rendu un grand service de l'aider un peu. Mais je n'oublie pas que c'est un enfant et je ne veux pas me compromettre. Danceny m'a parlé un peu plus clairement, mais pour lui, mon parti est pris, je ne veux pas l'entendre. Quant à la petite, je suis souvent tenté d'en faire mon élève. C'est un service que j'ai envie de rendre à Gercourt. Il me laisse du temps, puisque le voilà en Corse jusqu'au mois d'octobre. J'ai dans l'idée que j'emploierai ce temps-là et que nous lui donnerons une femme toute formée au lieu de son innocente pensionnaire. Quelle est donc en effet l'insolente sécurité de cet homme qui ose dormir tranquille, tandis qu'une femme qui a à se plaindre de lui ne s'est pas encore vengée? Tenez, si la petite était ici dans ce moment, je ne sais pas ce que je ne lui dirais pas. Adieu, vicomte. Bonsoir et bon succès. Mais, pour Dieu, avancez donc. Songez que, si vous n'avez pas cette femme, les autres rougiront de vous avoir eu. Lettre du 20 août. Lettre 21. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Enfin, ma belle amie, j'ai fait un pas en avant, mais un grand pas, et qui,
s'il ne m'a pas conduit jusqu'au bout, m'a fait connaître au moins que je suis dans la route et a dissipé la crainte où j'étais de m'être égaré. J'ai enfin déclaré mon amour. Et, quoiqu'on ait gardé le silence le plus obstiné, j'ai obtenu la réponse peut-être la moins équivoque et la plus flatteuse. Mais n'anticipons pas sur les événements et reprenons de plus haut. Vous vous souvenez qu'on faisait épier mes démarches? Eh bien, j'ai voulu que ce moyen scandaleux tournât à l'édification publique, et voici ce que j'ai fait. J'ai chargé mon confident de me trouver dans les environs quelque malheureux qui eût besoin de secours. Cette commission n'était pas difficile à remplir. Hier après-midi, il me rendit compte qu'on devait saisir aujourd'hui dans la matinée les meubles d'une famille entière qui ne pouvait payer la taille. Parenthèse, la taille, c'est un impôt. Je reprends. Hier après-midi, il me rendit compte qu'on devait saisir aujourd'hui dans la matinée les meubles d'une famille entière qui ne pouvait payer la taille. Je m'assurai qu'il n'y eût dans cette maison aucune fille ou femme dont l'âge ou la figure puisse rendre mon action suspecte, et, quand je fus bien informé, je déclarai à souper mon projet d'aller à la chasse le lendemain. Ici, je dois rendre justice à ma présidente. Sans doute elle eut quelques remords des ordres qu'elle avait donnés, et, n'ayant pas la force de vaincre sa curiosité, elle eut au moins celle de contrarier mon désir. Il devait faire une chaleur excessive, je risquais de me rendre malade, je ne tuerais point et me fatiguerais en vain. Et, pendant ce dialogue, ses yeux, qui parlaient peut-être mieux qu'elle ne voulait, me faisaient assez connaître qu'elle désirait que je prisse pour bonnes ses mauvaises raisons. Je n'avais garde de m'y rendre, comme vous pouvez croire, et je résistais de même à une petite diatribe contre la chasse et les chasseurs, et à un petit nuage d'humeur qui obscurcit toute la soirée cette figure céleste. Je craignis un moment que ses ordres ne fussent révoqués et que sa délicatesse ne me nuisît. Je ne calculais pas la curiosité des femmes, aussi me trompais-je. Mon chasseur me rassura dès le soir même, et je me couchai satisfait. Au point du jour, je me lève et je pars. À peine à 50 pas du château, j'aperçois mon espion qui me suit. J'entre en chasse et marche à travers champs vers le village où je voulais me rendre. Sans autre plaisir dans ma route que de faire courir le drôle qui me suivait et qui, n'osant pas quitter les chemins, parcourait souvent à toute course un espace triple du mien. À force de l'exercer, j'ai eu moi-même une extrême chaleur, et je me suis assis au pied d'un arbre. N'a-t-il pas eu l'insolence de se couler derrière un buisson qui n'était pas à 20 pas de moi, et de s'y asseoir aussi? J'ai été tenté un moment de lui envoyer mon coup de fusil, qui, quoique de petit plomb seulement, lui aurait donné une leçon suffisante sur les dangers de la curiosité. Heureusement pour lui, je me suis ressouvenu qu'il était utile et même nécessaire à mes projets. Cette réflexion l'a sauvé. Cependant, j'arrive au village, je vois de la rumeur, je m'avance, j'interroge, on me raconte le fait, je fais venir le collecteur, le collecteur des impôts, je fais venir le collecteur, et, cédant à ma généreuse compassion, je paie noblement 56 livres, pour lesquels on réduisait 5 personnes à la paille et au désespoir. Après cette action si simple, vous n'imaginez pas quel chœur de bénédiction retentit autour de moi de la part des assistants. Quelles larmes de reconnaissance coulaient des yeux du vieux chef de cette famille et embellissaient cette figure de patriarche qu'un moment auparavant l'empreinte farouche du désespoir rendait vraiment hideuse. J'examinais ce spectacle lorsqu'un autre paysan, plus jeune, conduisant par la main une femme et 2 enfants, et s'avançant vers moi à pas précipités, leur dit « Tombons tous aux pieds de cette image de Dieu ».
Et dans le même instant, j'ai été entouré de cette famille, prosterné à mes genoux. J'avouerai ma faiblesse, mes yeux se sont mouillés de larmes, et j'ai senti en moi un mouvement involontaire mais délicieux. J'ai été étonné du plaisir qu'on éprouve en faisant le bien. Et je serais tenté de croire que ce que nous appelons les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à nous le dire. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé juste de payer à ces pauvres gens le plaisir qu'ils venaient de me faire. J'avais pris 10 louis sur moi, je les leur ai donnés. Ici, on recommençait les remerciements, mais ils n'avaient plus ce même degré de pathétique. Le nécessaire avait produit le grand, le véritable effet. Le reste n'était qu'une simple expression de reconnaissance et d'étonnement pour des dons superflus. Cependant, au milieu des bénédictions bavardes de cette famille, je ne ressemblais pas mal au héros d'un drame, dans la scène du dénouement. Vous remarquerez que dans cette foule était surtout le fidèle espion. Mon but était rempli, je me dégageais de tous et regagnais le château. Tout calculé, je me félicite de mon invention. Cette femme vaut bien sans doute que je me donne tant de soins. Ils seront un jour mes titres auprès d'elle, et l'ayant en quelque sorte ainsi payé d'avance, j'aurai le droit d'en disposer à ma fantaisie sans avoir de reproche à me faire. J'oubliais de vous dire que, pour mettre tout à profit, j'ai demandé à ces bonnes gens de prier Dieu pour le succès de mes projets. Vous allez voir si déjà leurs prières n'ont pas été en partie exaucées. Mais on m'avertit que le souper est servi, et il serait trop tard pour que cette lettre partît si je ne la fermais qu'en me retirant. Ainsi, le reste à l'ordinaire prochain. J'en suis fâché, car le reste est le meilleur. Adieu, ma belle amie. Vous me volez un moment du plaisir de la voir. Lettre du 20 août. Lettre 22. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. Vous serez sans doute bien aise, Madame, de connaître un trait de Monsieur de Valmont qui contraste beaucoup, ce me semble, avec tous ceux sous lesquels on vous l'a représenté. Il est si pénible de penser désavantageusement de qui que ce soit, si fâcheux de ne trouver que des vices chez ceux qui auraient toutes les qualités nécessaires pour faire aimer la vertu. Enfin, vous aimez tant à user d'indulgence que c'est vous obliger que de vous donner des motifs de revenir sur un jugement trop rigoureux. Monsieur de Valmont me paraît fondé à espérer cette faveur, je dirais presque cette justice. Et voici sur quoi je le pense. Il a fait ce matin une de ces courses qui pouvaient faire supposer quelques projets de sa part dans les environs, comme l'idée vous en était venue. Idée que je m'accuse d'avoir saisie peut-être avec trop de vivacité. Heureusement pour lui, et surtout heureusement pour nous, puisque cela nous sauve d'être injustes, un de mes gens devait aller du même côté que lui. Et c'est par là que ma curiosité répréhensible mais heureuse a été satisfaite. Il nous a rapporté que Monsieur de Valmont, ayant trouvé au village de une malheureuse famille dont on vendait les meubles faute d'avoir pu payer les impositions, non seulement s'était empressé d'acquitter la dette de ces pauvres gens, mais même leur avait donné une somme d'argent assez considérable. Mon domestique a été témoin de cette vertueuse action, et il m'a rapporté de plus que les paysans, causant entre eux et avec lui, avaient dit qu'un domestique qu'ils ont désigné et que le mien croit être celui de Monsieur de Valmont, avait pris hier des informations sur ceux des habitants du village qui pouvaient avoir besoin de secours. Si cela est ainsi, ce n'est même plus seulement une compassion passagère, et que l'occasion détermine, c'est le projet formé de faire du bien.
C'est la sollicitude de la bienfaisance. C'est la plus belle vertu des plus belles âmes. Mais, soit hasard ou projet, c'est toujours une action honnête et louable, et dont le seul récit m'a attendri jusqu'aux larmes. Parenthèse, c'est curieux comme, à l'époque, on a l'impression que les gens ressentent tout de manière plus intense. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est uniquement dans les romans ou les pièces de théâtre, mais très facilement les gens pleurent, manquent de s'évanouir, sont attendris aux larmes et tout. Il y a un truc très expressif, une apologie de l'expression, de l'émotion, de... Voilà, ça me paraissait intéressant de noter ça. Je reprends. Mais soit hasard ou projet, c'est toujours une action honnête et louable, et dont le seul récit m'a attendri jusqu'aux larmes. J'ajouterai de plus, et toujours par justice, que quand je lui ai parlé de cette action, de laquelle il ne disait mot, il a commencé par s'en défendre, et a eu l'air d'y mettre si peu de valeur lorsqu'il en est convenu que sa modestie en doublait le mérite. À présent, dites-moi, ma respectable amie, si monsieur de Valmont est en effet un libertin sans retour, s'il n'est que cela et se conduit ainsi, que restera-t-il aux gens honnêtes? Quoi? Les méchants partageraient-ils avec les bons le plaisir sacré de la bienfaisance? Dieu permettrait-il qu'une famille vertueuse reçût de la main d'un scélérat des secours dont elle rendrait grâce à sa divine providence? Et pourrait-il se plaire à entendre des bouches pures répandre leurs bénédictions sur un réprouvé? Non. Non. J'aime mieux croire que des erreurs, pour être longues, ne sont pas éternelles. Et je ne puis penser que celui qui fait du bien soit l'ennemi de la vertu. Monsieur de Valmont n'est peut-être qu'un exemple de plus du danger des liaisons. Je m'arrête à cette idée qui me plaît. Si d'une part elle peut servir à le justifier dans votre esprit, de l'autre, elle me rend de plus en plus précieuse l'amitié tendre qui m'unit à vous pour la vie. J'ai l'honneur d'être, etc. PS. Madame de Rosemonde et moi, nous allons, dans l'instant, voir aussi l'honnête et malheureuse famille, et joindre nos secours tardifs à ceux de monsieur de Valmont. Nous le mènerons avec nous, nous donnerons au moins à ces bonnes gens le plaisir de revoir leur bienfaiteur. C'est, je crois, tout ce qu'il nous a laissé à faire. Lettre du 20 août. Lettre 23. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Nous en sommes restés à mon retour au château. Je reprends mon récit. Je n'eus que le temps de faire une courte toilette, et je me rendis au salon où ma belle faisait de la tapisserie, tandis que le curé du lieu lisait la gazette à ma vieille tante. J'allai m'asseoir auprès du métier. Des regards plus doux encore que de coutume, et presque caressants, me firent bientôt deviner que le domestique avait déjà rendu compte de sa mission. En effet, mon aimable curieuse ne put garder plus longtemps le secret qu'elle m'avait dérobé, et, sans crainte d'interrompre un vénérable pasteur dont le débit ressemblait pourtant à celui d'un prône, « J'ai bien aussi ma nouvelle à débiter, dit-elle. Petite parenthèse, hein. Un prône, c'est un sermon de messe quand on prône quelque chose, donc je reprends. En effet, mon aimable curieuse ne put garder plus longtemps le secret qu'elle m'avait dérobé, et, sans crainte d'interrompre un vénérable pasteur dont le débit ressemblait pourtant à celui d'un prône, ouvrez les guillemets, j'ai bien aussi ma nouvelle à débiter, dit-elle. Et tout de suite, elle raconta mon aventure, avec une exactitude qui faisait honneur à l'intelligence de son historien.
Vous jugez comme je déployais toute ma modestie, mais qui pourrait arrêter une femme qui fait, sans s'en douter, l'éloge de ce qu'elle aime? Je pris donc le parti de la laisser aller. On eût dit qu'elle prêchait le panégyrique d'un saint. Pendant ce temps, j'observais, non sans espoir, tout ce que promettait à l'amour son regard animé, son geste devenu plus libre, et surtout ce son de voix qui, par son altération déjà sensible, trahissait l'émotion de son âme. À peine elle finissait de parler. Venez, mon neveu, me dit madame de Rosemonde, venez que je vous embrasse. Je sentis aussitôt que la jolie prêcheuse ne pourrait se défendre d'être embrassée à son tour. Cependant, elle voulut fuir, mais elle fut bientôt dans mes bras, et, loin d'avoir la force de résister, à peine lui restait-il celle de se soutenir. Plus j'observe cette femme, et plus elle me paraît désirable. Elle s'empressa de retourner à son métier, et eut l'air, pour tout le monde, de recommencer sa tapisserie, mais moi, je m'aperçus bien que sa main tremblante ne lui permettait pas de continuer son ouvrage. Après le dîner, les dames voulurent aller voir les infortunés que j'avais si pieusement secourus. Je les accompagnai. Je vous sauve l'ennui de cette seconde scène de reconnaissance et d'éloge. Mon cœur, pressé d'un souvenir délicieux, hâte le moment du retour au château. Pendant la route, ma belle présidente, plus rêveuse qu'à l'ordinaire, ne disait pas un mot, toute occupée de trouver les moyens de profiter de l'effet qu'avait produit l'événement du jour. Je gardais le même silence. Madame de Rosemonde seule parlait et n'obtenait de nous que des réponses courtes et rares. Nous dûmes l'ennuyer. J'en avais le projet et il réussit. Aussi, en descendant de voiture, elle passa dans son appartement et nous laissa tête à tête, ma belle et moi, dans un salon mal éclairé, obscurité douce qui enhardit l'amour timide. Je n'eus pas la peine de diriger la conversation où je voulais la conduire. La ferveur de l'aimable prêcheuse me servit mieux que n'aurait pu faire mon adresse. Quand on est si digne de faire le bien, me dit-elle, en arrêtant sur moi son doux regard, comment passe-t-on sa vie à mal faire? Je ne mérite, lui répondis-je, ni cet éloge, ni cette censure. Et je ne conçois pas qu'avec autant d'esprit que vous en avez, vous ne m'ayez pas encore deviné. Dût ma confiance me nuire auprès de vous, vous en êtes trop digne pour qu'il me soit possible de vous la refuser. Vous trouverez la clé de ma conduite dans un caractère malheureusement trop facile. Entouré de gens sans mœurs, j'ai imité leurs vices. J'ai peut-être mis de l'amour-propre à les surpasser. Séduit de même ici par l'exemple des vertus, sans espérer de vous atteindre, j'ai au moins essayé de vous suivre. Et peut-être l'action dont vous me louez aujourd'hui perdrait-elle tout son prix à vos yeux si vous en connaissiez le véritable motif? Vous voyez, ma belle amie, combien j'étais près de la vérité. Ce n'est pas à moi, continuai-je, que ces malheureux ont dû mes secours. Où vous croyez voir une action louable, je ne cherchais qu'un moyen de plaire. Je n'étais, puisqu'il faut le dire, que le faible agent de la divinité que j'adore. Je reprends cette phrase. Je n'étais, puisqu'il faut le dire, que le faible agent de la divinité que j'adore. Ici, elle voulut m'interrompre, mais je ne lui en donnai pas le temps. Dans ce moment même, ajoutai-je, mon secret ne m'échappe que par faiblesse. Je m'étais promis de vous le taire. Je me faisais un bonheur de rendre à vos vertus comme à vos appas un hommage pur que vous ignorerez toujours. Mais, incapable de tromper quand j'ai sous les yeux l'exemple de la candeur, je n'aurais point à me reprocher avec vous une dissimulation coupable. Ne croyez pas que je vous outrage par une criminelle espérance. Je serais malheureux, je le sais.
mais mes souffrances me seront chères. Elles me prouveront l'excès de mon amour. C'est à vos pieds, c'est dans votre sein que je déposerai mes peines. J'y puiserai des forces pour souffrir de nouveau. J'y trouverai la bonté compatissante, et je me croirai consolé parce que vous m'aurez plaint. Oh, vous que j'adore, écoutez-moi, plaignez-moi, secourez-moi. Cependant, j'étais à ses genoux et je serrais ses mains dans les miennes. Mais elle, les dégageant tout à coup et les croisant sur ses yeux avec l'expression du désespoir, ah, malheureuse, s'écria-t-elle, puis elle fondit en larmes. Par bonheur, je m'étais livré à tel point que je pleurais aussi, et, reprenant ses mains, je les baignais de pleurs. Cette précaution était bien nécessaire, car elle était si occupée de sa douleur qu'elle ne se serait pas aperçue de la mienne si je n'avais trouvé ce moyen de l'en avertir. J'y gagnais de plus de considérer à loisir cette charmante figure, embellie encore par l'attrait puissant des larmes. L'attrait puissant des larmes. Très bien. Ma tête s'échauffait, et j'étais si peu maître de moi que je fus tenté de profiter de ce moment. Quelle est donc notre faiblesse ? Quel est l'empire des circonstances si moi-même, oubliant mes projets, j'ai risqué de perdre, par un triomphe prématuré, le charme des longs combats et les détails d'une pénible défaite. Si, séduit par un désir de jeune homme, j'ai pensé exposer le vainqueur de Madame de Tourvel à ne recueillir, pour fruit de ses travaux, que l'insipide avantage d'avoir eu une femme de plus. Oh, qu'elle se rende, mais qu'elle combatte, que, sans avoir la force de vaincre, elle ait celle de résister, qu'elle savoure à loisir le sentiment de sa faiblesse et soit contrainte d'avouer sa défaite. Laissons le braconnier obscur tuer à l'affût le cerf qu'il a surpris. Le vrai chasseur doit le forcer. Ce projet est sublime, n'est-ce pas? Petite parenthèse, le truc sur le braconnier, en fait, il dit que lui, c'est pas un vulgaire chasseur qui s'installe en cachette dans un coin et attend que le gibier arrive et il le tire dessus, il lui tire dessus. Non, lui, il veut forcer le gibier. Et forcer le gibier, ça veut dire que tu cours après le gibier jusqu'à l'épuiser et après tu le captures vivant. C'est ça qu'il veut. Valmont, je reprends. Ce projet est sublime, n'est-ce pas? Mais peut-être serais-je à présent au regret de ne l'avoir pas suivi, si le hasard ne fût venu au secours de ma prudence. Nous entendîmes du bruit, on venait au salon. Madame de Tourvel, effrayée, se leva précipitamment, se saisit d'un des flambeaux et sortit. Il fallut bien la laisser faire. Ce n'était qu'un domestique. Aussitôt que j'en fus assuré, je la suivis. À peine eus-je fait quelques pas que, soit qu'elle me reconnut, soit un sentiment vague d'effroi, je l'entendis précipiter sa marche et se jeter plutôt qu'entrer dans son appartement, dont elle ferma la porte sur elle. J'y allais, mais la clé était en dedans. Je me gardais bien de frapper. C'eût été lui fournir l'occasion d'une résistance trop facile. J'eus l'heureuse et simple idée de tenter de voir à travers la serrure, et je vis en effet cette femme adorable à genoux, baignée de larmes et priant avec ferveur. Quel dieu osait-elle invoquer? En est-il d'assez puissant contre l'amour? En vain cherche-t-elle à présent des secours étrangers, c'est moi qui réglerai son sort. Croyant en avoir assez fait pour un jour, je me retirai aussi dans mon appartement et me mis à vous écrire. J'espérais la revoir au souper, mais elle fit dire qu'elle s'était trouvée indisposée et s'était mise au lit. Madame de Rosemonde voulut monter chez elle, mais la malicieuse malade prétexta un mal de tête qui ne lui permettait de voir personne. Vous jugez qu'après le souper, la veillée fut courte, et que j'eus aussi mon mal de tête.
Retiré chez moi, j'écrivis une longue lettre pour me plaindre de cette rigueur et je me couchais avec le projet de la remettre ce matin. J'ai mal dormi, comme vous pouvez voir par la date de cette lettre. Je me suis levé et j'ai relu mon épître. Je me suis aperçu que je ne m'y étais pas assez observé, que j'y montrais plus d'ardeur que d'amour et plus d'humeur que de tristesse. Il faudra la refaire. Mais il faudrait être plus calme. J'aperçois le point du jour et j'espère que la fraîcheur qui l'accompagne m'amènera le sommeil. Je vais me remettre au lit et, quel que soit l'empire de cette femme, je vous promets de ne pas m'occuper tellement d'elle qu'il ne me reste le temps de songer beaucoup à vous. Adieu, ma belle amie. Lettre du 21 août, 4 heures du matin. Lettre 24. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Ah! Par pitié, madame, daignez calmer le trouble de mon âme, daignez m'apprendre ce que je dois espérer ou craindre. Placé entre l'excès du bonheur et celui de l'infortune, l'incertitude est un tourment cruel. Pourquoi vous ai-je parlé? Que n'ai-je su résister au charme impérieux qui vous livrait mes pensées? Content de vous adorer en silence, je jouissais au moins de mon amour, et ce sentiment pur, que ne troublait point alors l'image de votre douleur, suffisait à ma félicité. Mais cette source de bonheur en est devenue une de désespoir, depuis que j'ai vu couler vos larmes, depuis que j'ai entendu ce cruel « Ah, malheureuse !» Madame, ces deux mots retentiront longtemps dans mon cœur. Par quelle fatalité le plus doux des sentiments ne peut-il vous inspirer que l'effroi? Quelle est donc cette crainte? Ah, ce n'est pas celle de le partager. Votre cœur que j'ai mal connu n'est pas fait pour l'amour. Le mien, que vous calomniez sans cesse, est le seul qui soit sensible. Le vôtre est même sans pitié. S'il n'en était pas ainsi, vous n'auriez pas refusé un mot de consolation au malheureux qui vous racontait ses souffrances. Vous ne vous seriez pas soustraite à ses regards, quand il n'a d'autre plaisir que celui de vous voir. Vous ne vous seriez pas fait un jeu cruel de son inquiétude, en lui faisant annoncer que vous étiez malade, sans lui permettre d'aller s'informer de votre état. Vous auriez senti que cette même nuit, qui n'était pour vous que 12 heures de repos, allait être pour lui un siècle de douleur. Par où, dites-moi, ai-je mérité cette rigueur désolante? Je ne crains pas de vous prendre pour juge. Qu'ai-je donc fait? Que céder à un sentiment involontaire, inspiré par la beauté et justifié par la vertu, toujours contenu par le respect, et dont l'innocent aveu fut l'effet de la confiance et non de l'espoir. La trahirez-vous, cette confiance que vous-même avez semblé me permettre et à laquelle je me suis livré sans réserve? Non, je ne puis le croire. Ce serait vous supposer un tort, et mon cœur se révolte à la seule idée de vous en trouver un. Je désavoue mes reproches. J'ai pu les écrire, mais non pas les penser. Ah, laissez-moi vous croire parfaite. Ah, laissez-moi vous croire parfaite, c'est le seul plaisir qui me reste. Prouvez-moi que vous l'êtes en m'accordant vos soins généreux. Quel malheureux avez-vous secouru qui en eut autant de besoin que moi? Ne m'abandonnez pas dans le délire où vous m'avez plongé. Prêtez-moi votre raison, puisque vous avez ravi la mienne. Après m'avoir corrigé, éclairez-moi pour finir votre ouvrage. Je ne veux pas vous tromper. Vous ne parviendrez pas à vaincre mon amour. Mais vous m'apprendrez à le régler en guidant mes démarches, en dictant mes discours. Vous me sauverez au moins du malheur affreux de vous déplaire.
Dissipez surtout cette crainte désespérante. Dites-moi que vous me pardonnez, que vous me plaignez. Assurez-moi de votre indulgence. Vous n'aurez jamais toute celle que je vous désirerai, mais je réclame celle dont j'ai besoin. Me la refuserez-vous? Adieu, madame. Recevez avec bonté l'hommage de mes sentiments. Il ne nuit point à celui de mon respect. Lettre du 20